cours de la première conférence, nous avons parcouru l'encyclique, Laudato Si, vous vous rappelez, je vous avais donné le plan, et puis j'avais essayé de vous donner quelques éléments qui me semblaient importants pour au moins entrer dans ce texte du pape François. Mais aussi peut-être, nous avons vu que le texte du pape François nous invitait à passer à l'action. Le pape François nous invite à des conversions dans le quotidien de nos vies, à prendre des décisions pour que nous relevions ce grand défi planétaire qui se pose à nous. Comment nous prenons soin de la maison commune. Vous vous rappelez, je vous avais dit, on a traduit par la sauvegarde de la maison commune, c'est le titre de l'encyclique, mais ce mot sauvegarde, si on voulait bien le traduire, c'est plutôt prendre soin de la maison commune. Voilà. Prendre soin de la maison commune. Alors la dernière fois, on en a posé des principes, peut-être un peu théoriques, mais enfin c'est toujours important d'avoir quelques principes pour après poser notre pratique. Alors rappelons-nous que le pape François rappelait que la crise écologique, elle doit être envisagée d'une manière globale. Je vous relis un petit passage que j'avais déjà dit. Le pape disait « Tout est lié ». Il faut donc une préoccupation pour l'environnement unie à un amour sincère envers tous les êtres humains et un engagement constant pour les problèmes de la société. Et d'où il nous faut nous interroger concrètement sur nos modes de vie. Sont-ils compatibles avec le respect de la création, avec la sauvegarde de la planète? Sont-ils compatibles avec la situation actuelle qui demande des changements face aux urgences? En un mot, faut-il inventer de nouveaux modes de vie? Et c'est pour ça que je vous avais dit que j'en parlerai aujourd'hui de ce petit ouvrage édité par la Conférence des évêques de France qui s'intitule « Nouveaux modes de vie, point d'interrogation, l'appel de Laudato Si ». Voilà. Donc, si vous voulez, cet effort pour donner des pistes un peu concrètes, pour donner une suite à l'encyclique, du pape François. Parce que c'est bien de dire l'encyclique, mon Dieu, comme c'est bien tout ce que le pape dit, puis on la refait, on se dit, mon Dieu, c'est épouvantable tout ce qu'il raconte, c'est très bien tout ce qu'il dit aussi, et puis c'est fini. Et je pense que le pape François n'avait pas simplement envie d'écrire un livre pour orner nos bibliothèques, mais pour peut-être que tous, les chrétiens et d'autres, s'investissent dans cette sauvegarde de la création. Donc voilà, la question, que signifie habiter la maison commune ? Quel nouveau mode de vie? Et comme vous le savez, le pape ne cherche pas à donner des solutions toutes faites. Il va inviter à regarder différents aspects de notre vie. Il va poser quelques points en disant, tiens, ce domaine-là, ça a à voir avec l'écologie. Tiens, ce domaine-là, ça a à voir avec la sauvegarde de la création. Et on va parcourir ce soir plusieurs grands domaines qui touchent à notre vie quotidienne. Alors n'attendez pas de partir ce soir avec les 10 recettes pour être les parfaits lecteurs de Laudato Si, mais au moins peut-être de se dire, il peut y avoir une réflexion. Il n'est pas interdit aussi, comme ça se fait dans certains endroits, de vous dire suite à ces conférences, on aimerait bien plusieurs se retrouver. Et puis, vous savez, par exemple, le temps du carême, des fois on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire pour un peu réfléchir? Parce que le temps du carême, c'est pas simplement arrêter de manger des chocolats, c'est-à-dire enfin avoir fini toutes les boîtes qu'on nous a offertes à Noël, et qu'on se termine jusqu'au mardi soir, en disant, bon, c'est bien, je vais enfin pouvoir maigrir, et puis on attend les autres Pâques en chocolat avec avidité un mois après, voilà. Donc le carême, c'est aussi un temps d'abord de conversion pour accueillir un peu les choses, nous préparer à Pâques bien sûr, mais aussi peut-être accueillir des choses un peu importantes pour nous. Et donc voilà, si ça pourrait être une idée, dans une paroisse ou dans un mouvement, se dire tiens, on est plusieurs à être intéressés, puis on va se voir 3 fois pendant le carême ou 2 fois pendant le carême, 2 fois c'est peut-être un peu pas beaucoup, et puis on va lire le texte, on va regarder Pape François là dans la Laudato Si, puis on va en discuter. Bon, c'est une suggestion, mais ça peut être intéressant de se dire voilà. Donc il s'agit
invité à quelques pistes concrètes concernant notre manière d'habiter la maison commune. Alors, je reprends, par rapport à la dernière fois quand même, voilà, ce terme d'habiter la maison commune, reprendre un petit peu, hein, et je vous ai mis une citation là, sur le polycopier que vous avez. L'écologie incorpore la place spécifique de l'être humain dans ce monde et ses relations avec la réalité qui l'entoure. Aujourd'hui, l'analyse des problèmes environnementaux est inséparable de l'analyse des contextes humains, familiaux, de travail urbain, de la relation de chaque personne avec elle-même. On avait dit ça la dernière fois. Et par conséquent, il est fondamental de chercher des solutions intégrales qui prennent en compte les interactions des systèmes naturels entre eux et avec les systèmes sociaux. Ouais, systèmes naturels et systèmes sociaux. Voilà. On a ça très facilement dans le rural, vous voyez. Hein, comment on va intégrer l'agriculture. Le rural, ce n'est pas que l'agriculture. Plus large que ça, le rural. Comment il va y avoir la place pour l'agriculture, comment il va y avoir la place pour peut-être un certain nombre d'entreprises industrielles, comment il va y avoir de la place pour les constructions. Vous voyez, comment on va intégrer, puis comment on va respecter des espaces naturels, la protection. Voilà, comment on va penser cette intégration environnementale et sociale. Voilà. Et donc, voilà. Et il dit, ce qu'il a dit plusieurs fois, il n'y a pas de deux crises séparées, l'une environnementale et l'autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale. Voilà. Donc ça c'est important. Voilà, se rappeler que voilà, c'est une écologie intégrale et habiter la maison commune, c'est ne pas oublier un certain nombre de pièces de la maison commune. Voilà. Et dans les pièces de la maison commune, eh bien, il y a toutes les dimensions de la vie en société. Voilà. C'est celle que je viens de citer. Voilà. Et donc, vous voyez, un des premiers lieux pour penser la maison commune, eh bien, on va avoir bien sûr la dimension urbaine, mais je pense qu'ici, dans le diocèse en Haute-Loire, on a aussi à penser la maison commune, pas simplement dans la ville, mais le penser aussi dans la campagne, dans le rural. Nous sommes en Auvergne des diocèses à grande majorité du territoire rural, hein, comme 80% d'ailleurs des départements de France, hein, c'est du rural. Donc voilà, comment on va habiter ce rural? Voilà, c'est une question ici. Voilà. Notre territoire, c'est notre maison commune. Donc voilà, qu'est-ce que ici très concrètement on peut faire pour habiter, que ce ne soit pas de la désertification par exemple, que ce ne soit pas des terres qui ne servent plus à rien, que ce ne soit pas devenu la friche partout, que ce ne soit pas l'occupation de terres qui aurait pu servir à autre chose, qu'il y ait de la place pour tout le monde, pour des riches comme pour des pauvres, qu'il y ait de la place pour des industries. Enfin voilà, comment nous allons penser l'environnement naturel, social, économique, culturel ensemble. Voilà, un travail un peu complexe, mais un travail intéressant. Voilà. Hein. Comment on tient les choses ensemble. Voilà, comment on tient les choses ensemble. Hein, tout est lié, dit le pape. Voilà. Et ça évite d'avoir une pensée, vous voyez, trop carrée, trop idéologique. Voilà, on va tenir ça, et ça, et ça, et ça. Je ne vais pas dire en même temps, parce qu'on va dire que je fais de la politique. Donc je vais dire ça, et ça, et ça. Hein, voilà. Donc, comment on tient l'ensemble des choses. Alors, deuxième élément, hein, changer nos modes de vie, c'est déjà une question ancienne. Deuxième point, hein, au regard des difficultés socio-économiques. Voilà. Le Conseil des évêques, hein, Famille et Société, donc publie ce texte dont je viens vous parler, mais il y a déjà eu en 1982 un autre texte des évêques de France qui s'appelait, comme je vous l'ai dit la dernière fois, pour de nouveaux modes de vie. Et pour de nouveaux modes de vie, évoquer cette question à cause de la situation économique et sociale. Rappelez que 82, c'est pas une époque très très facile pour les plus anciens parmi nous. Et ils disaient, les évêques à cette époque-là, on était dans le contexte de crise économique, crise sociale, on voyait le chômage qui augmentait beaucoup, c'était l'époque où le chômage commence à augmenter fortement, et les évêques écrivaient « Les Français trouvent, comme les habitants des autres pays industriels, une situation économique et sociale de plus en plus difficile, dans un monde déstabilisé par la compétition internationale, la révolution technologique, le dérèglement du système monétaire. » Et donc les évêques invitaient déjà en 1982 à se demander s'il ne fallait pas chercher de nouveaux modes de vie. Et là, c'était à l'époque pour des questions sociales et économiques.
en 2017, ça va être pour des questions aussi sociales. La situation n'est pas quand même fantastique en France, avec plus de 3 millions de chômeurs, c'est quand même pas si simple que ça, même si l'économie est en train de repartir, enfin il faut attendre un petit peu pour voir si ça dure quand même, hein. Et puis, sociale, économique, et maintenant, la question écologique qui se greffe, hein, sur l'ensemble. Ce dont on ne parlait pas en 82. Alors, à l'époque, donc, les évêques parlaient de cette situation sociale économique difficile, avec une crise, si vous voulez, hein, et ce document de 82, eh bien, si vous voulez, il se posait par rapport à la question. Hein. Alors, les évêques disent, ben voilà, hein, il faut changer les habitudes. Voilà, hein, changer les habitudes et chercher de nouveaux modes de vie. Et voilà ce que disait le texte à l'époque. L'esprit de l'évangile ne s'accommode pas de n'importe quel comportement individuel ou collectif. Hein, on parlait de la doctrine sociale la dernière fois. Ça donne des règles. Hein. Il ne transige ni avec la vérité, ni avec la justice, ni avec le respect des partenaires. Dans le cas présent, la démagogie, le corporatisme, les multiples manières de tirer égoïstement son épingle du jeu, le report des responsabilités sur un bouc émissaire contredisent les exigences de la foi. Et les évêques invitaient à s'interroger sur la qualité de la solidarité humaine vécue par leurs membres. On est dans une situation de crise sociale et économique. Donc voilà, question de la solidarité, la manière aussi de vivre ensemble, hein, la manière d'exercer des responsabilités, la manière soit de tirer tout à soi, soit de dialoguer, voilà. Et donc, les suggestions des évêques, alors il y a plein de suggestions, il y a 19 points d'attention que je vous épargnerai ce soir, parce que vous vous endormirez à partir du 14e, j'ai peur, hein, donc... il propose des choses très précises, vous voyez. Alors, c'est des points d'attention, comme on va voir tout à l'heure, mais précis. Alors, ça touche, vous voyez, ça va toucher, par exemple, sur l'emploi, le placement de l'argent, les revenus, la consommation, les intermédiaires entre les consommateurs et les producteurs. Voilà, la question des prix équitables. C'est des questions, là. Vous voyez, aujourd'hui, on a eu des négociations entre les entreprises des grands commerces et puis la question des agriculteurs, hein, producteurs, et puis la grande distribution. Vous voyez, c'est pas des questions de toute façon. Mais déjà, voilà. Et donc, ces nouveaux modes de vie, en disant, est-ce que face à cette crise économique et sociale, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de penser un peu le vivre ensemble, aussi bien dans l'entreprise, dans nos choix économiques, dans nos placements d'argent, dans un certain nombre de domaines. Voilà. Ça, c'était 82. Voilà. 2017, alors en fait 2015, le pape François sort Laudato Si, en interrogeant, je dirais, d'une manière assez forte, en disant, mais attendez, est-ce qu'on peut continuer à vivre comme ça si on veut que la Terre soit encore vivable pour les générations futures, hein, générations futures, voilà. Hein. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus, hein. Je ne sais pas si c'est ici qu'il y avait quelqu'un qui avait dit une phrase que j'ai retenue, qui avait dit quelque chose de bien en disant nous vivons de l'héritage de nos parents. Il y a quelqu'un qui avait dit ça, hein, et nous empruntons sur l'héritage de nos enfants. C'est ici que ça a été dit la dernière fois, ou ailleurs, j'ai entendu ça récemment. C'est intéressant. Nous vivons de l'héritage de nos parents, la terre qu'ils nous ont laissée aujourd'hui, mais nous empruntons déjà sur l'héritage de nos enfants. Intéressant. Voilà. Hein, la responsabilité vis-à-vis des générations futures. Ça, c'est une question nouvelle au niveau moral. Hein, voilà. Il y a une époque, on ne pensait jamais. On pensait que les choses étaient un peu inépuisables, et puis le progrès technique, technologique permettrait de tout résoudre. On voit qu'au niveau du vivant en particulier, on perd beaucoup de choses. Bon, voilà. Donc, vous voyez des questions un peu nouvelles. Alors, j'avance, parce que là, c'est un petit peu... vous resituez un peu la réflexion. Et donc, troisième point, hein, il s'agit de répondre concrètement à l'appel de Laudato Si. Voilà ce que propose le texte. Voilà. Hein. Donc, vous avez, 35 ans plus tard, il s'agit d'intégrer la crise écologique aux autres dimensions socio-économiques. Et ce texte, disent les évêques, a voulu reprendre la réflexion sur les modes de vie à l'intérieur du nouveau paradigme, c'est-à-dire du nouveau modèle de l'écologie intégrale. Cette dimension étant absente du texte publié à 35 ans. Ce texte
garde la tonalité du propos de Laudato Si, voilà, se voulant interpellant, mais pas désespérant ni culpabilisant, disent les évêques. Il ne s'agit pas de désespérer tout le monde, de culpabiliser tout le monde, ça ne sert à rien, mais se dire, voilà, interpellant. À la suite du pape François, il veut inviter les chrétiens et tous les autres hommes au réalisme et au courage pour élaborer des solutions qui garantiront la sauvegarde de la maison commune. Et ce texte, comme nous allons le voir, met en avant la responsabilité de chacun. Pardon, ça c'est important. Hein, la responsabilité de chacun. Voilà, c'est pas toujours l'affaire des autres. Et moi, qu'est-ce que je peux faire là-dedans, hein? Voilà, comment, voilà. Et que le but de ce texte, c'est pas encore une fois donner une solution, mais les évêques disent favoriser le dialogue et la réflexion entre nous, en vue de dessiner les nouveaux modes de vie qui témoigneront de notre conversion écologique. Voilà, modeste, mais ça existe. Une possibilité de réfléchir sur ces questions de mode de vie. C'est la contribution. Vous voyez, l'Église, la doctrine sociale de l'Église ou la pensée sociale de l'Église, c'est à toute époque, on apporte, à partir de principes un peu importants, des éléments pour réfléchir. Contribution de l'Église. Voilà. Après, les chrétiens, en principe, sont intéressés par ce que propose l'Église, et puis d'autres aussi se disent, tiens, c'est pas inintéressant parce qu'on n'a peut-être pas partout ce type d'éléments. Alors, 3 défis que veulent reprendre les évêques. Alors vous avez ces défis sur votre petit polycopier, comme ça, si vous êtes déjà un peu fatigué d'écrire, ou que la paupière devient lourde, vous pouvez l'ouvrir pour lire ce qu'il y a sur le texte. 3 défis majeurs. D'abord, prendre conscience de l'impact sur l'environnement de nos modes de consommation, de déplacement et d'habitat. Nos modes de vie actuels sont à l'origine de l'épuisement et de la dégradation des ressources naturelles, du changement climatique, de la disparition des espèces, de la pollution de l'eau, de l'air et de la destruction des écosystèmes. La culture du déchet, si décriée dans l'encyclique, conduit à un dépérissement de la nature car elle compromet les possibilités de vie des générations futures. Donc, prise de conscience. Il y a peut-être des choses dans notre manière de vivre qu'on pourrait peut-être un peu changer. Des petites choses, des grandes choses, des moyennes choses, des petits gestes. On en fait déjà naturellement. Prenons par exemple, maintenant c'est un peu ancré dans les mœurs, sur ce tri sélectif là. On fait un peu plus attention aujourd'hui. Même à l'évêché, on fait attention. Hein. Il ne faut pas se tromper. Hein. Une poubelle pour le plastique, poubelle pour le verre. Des fois je me dis, ouais, est-ce que je vais bien pouvoir mettre ça, hein, une boîte de conserve, où est-ce que je la mets? Poubelle pour le papier, pour les cartons. Enfin bon, voilà. Hein, donc voilà, on a pris, c'est un peu rentré dans les mœurs. Et puis dans pas mal de maisons, il y a plusieurs. Alors il y a des régions, c'est hyper strict. Hein. Vous avez sous votre évier, parce que c'est souvent sous l'évier qu'on met les poubelles, hein, dans beaucoup de maisons. Alors il y a 4 bacs, hein, vous avez intérêt à avoir un grand évier, hein, parce que sinon, ce sera raté pour le tri sélectif. Hein. Voilà. La poubelle verte, la poubelle jaune, la poubelle rouge, la poubelle bleue. Ah oui, mais c'est pas mal ça. Hein. On a vu à la télé, là, récemment, qu'ils veulent essayer de relancer les consignes dans les supermarchés. Vous avez vu, là, ils ont montré ça à la télé, là. Pas inintéressant. Vous mettez votre bouteille de plastique dans la machine et en plus, vous avez 0,2 centimes d'euros. Vous avez intérêt, si vous voulez être riche, à utiliser beaucoup de bouteilles plastiques. Mais enfin, c'est déjà mieux que rien. Voilà. Hein. Voilà. Donc, vous allez prendre conscience. Voilà. On peut déjà, voilà, l'idée c'est, on peut déjà faire des choses, nous. Voilà. Ça, c'est important. On peut déjà faire des choses, nous. Voilà. Pas très français ce que je dis, mais enfin bon. Hein, nous pouvons déjà faire des choses. Voilà. Donc c'est intéressant. C'est-à-dire avoir une espèce de conscience en se disant, tiens, là, c'est peut-être pas la meilleure chose que je pourrais faire. Dans des tas de choses de la vie. Ensuite, deuxième élément, les défis majeurs, la question écologique ne se réduit pas au seul environnement, mais à travers celui-ci, c'est la vie humaine et sociale qui est touchée. Et ça, c'est intéressant. Le changement de style de vie est nécessaire pour que tous puissent avoir part à la maison commune dans des conditions dignes. Là, on touche l'aspect un peu social aussi. Le vivre ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas un vivre ensemble parfois plus solidaire qui permet de mutualiser des choses, de partager des choses, de faire des choses ensemble? On peut penser au covoiturage, par exemple. Maintenant, il y a des aires de covoiturage. Un peu partout. C'est nouveau, ça. Hein, avant, ça n'existait pas. Bon. Hein. Ou alors Blablacar, il y a des gens parmi vous qui sont des adeptes de Blablacar. Je ne citerai personne, mais des gens qui sont des adeptes de Blablacar. Bon, la question, et le troisième élément, la question écologique pose aussi un défi d'ordre politique, car elle interroge sur le lien entre notre vie locale, nationale et internationale.
l'économie est mondialisée. Ben voilà, il y a des produits que j'achète qui ont des répercussions à des milliers de kilomètres. Voilà. Et des fois, je peux, quitte à mettre 2 centimes de plus, ou 1 centime de plus, ou pas de centime de plus du tout, il y a peut-être aussi des réflexes sur ce que je vais acheter, que je ne vais pas acheter. Alors s'il y a des choses que vous pensez que c'est pas vraiment pas l'époque de les acheter, ou que c'est des choses qui ne sont pas du tout bien achetées, ben si tout le monde achète un peu moins, ça va favoriser l'autre chose et ça va faire diminuer l'autre. Voilà, peut-être des choses, vous voyez, d'ordre politique qu'elle interroge local, national et international. Ben, on parle beaucoup ici en Haute-Loire de favoriser les relations courtes, par exemple, pour une agriculture qui ne soit pas une agriculture trop intensive et qui permette, si on rajoute des liens plus faciles entre les producteurs et les consommateurs, ben ça évite 15 camions qui transportent les choses, ça peut permettre un revenu parfois un peu meilleur, etc., etc. Vous voyez, il y a des réflexions qui se font ça. Aussi bien en agriculture biologique qu'en agriculture conventionnelle, il y a des réflexions qui se font là-dessus. Voilà. Comment nos modes de vie respectent-ils le bien commun de toute la planète ? Comment respectent-ils le bien commun ? Comment la Terre peut-elle profiter à toutes ? Nos choix individuels ont des conséquences sur les choix collectifs et plus largement mes relations entre pays pauvres et riches. Il y a des... même dans les supermarchés classiques, vous avez des produits équitables, par exemple, qui sont un peu labellisés ou certifiés par certaines marques ou certaines organisations. Bon, voilà. On peut se dire, tiens, comment je fais ? Et je cite une petite phrase. La réflexion présentée dans son document a pour objectif de soutenir l'effort de discernement. Alors, c'est aussi une question spirituelle, finalement, ce dont on parle. La vie morale, c'est aussi une question spirituelle. Chercher le bien, c'est un peu ce que Dieu nous demande. Que nous puissions tous habiter ensemble la grande famille des enfants de Dieu sur cette planète. C'est aussi, pour nous chrétiens, c'est aussi une question spirituelle. Cette création, c'est un don de Dieu qui nous a été fait. Qu'est-ce que je fais de ce don de Dieu ? Une poubelle ? Un tas de déchets ? Ou autre chose, vous voyez, alors je caricature un peu, bien sûr, mais voilà, il y a aussi un effort de discernement auquel nous sommes tous invités face à la crise écologique. Il s'agit d'aider chacun à faire évoluer son mode de vie, de telle sorte qu'il devienne compatible avec une vie bonne pour tous dans notre maison commune, une vie bonne. Or, nous savons bien que trop de personnes n'ont pas la possibilité de choisir leur mode de vie. C'est ce qu'on disait la dernière fois sur la question des pays. Des pays pauvres qui veulent se développer, ils n'ont parfois pas les moyens de pouvoir faire un développement propre. Parce que ça coûte des fois plus cher un développement propre. Ou un développement sûr. Je sais pas, hier soir, je sais pas quand, il y avait la télé, là, récemment, quelque chose au Maroc, je crois, les gens qui allaient chercher du charbon. Vous avez peut-être vu ça, Vous avez vu ça à la télé, C'était, je sais pas, sur France 2 peut-être, ou je sais pas. Il y avait un petit reportage où ils montraient des gens qui étaient pauvres, qui avaient rien, et qui allaient chercher du charbon, vous savez, dans des mines, dans des puits de mines qui creusaient eux-mêmes. Ils allaient, je sais pas, 35 mètres sous le sol, et puis ils rampaient dans les galeries, là, et puis ils creusaient leurs galeries quasiment couchés sur le sol, et puis il y en avait toujours de temps en temps un ou deux, ils restaient dans la galerie, voilà. Donc avec vous voyez, toutes ces questions-là, vous voyez, qui sont du charbon, avec la question du travail, on voit des choses quand même, si on ouvre les yeux. Or, nous savons bien que trop de personnes n'ont pas la possibilité de choisir leur mode de vie. Être responsable, c'est donc aussi faire des choix qui donnent des libertés aux autres pour leur permettre de faire eux-mêmes des choix porteurs de vie. Voilà. Donc voilà, ça c'est toute l'introduction, mais c'était important de le dire. Finalement, on peut se poser la question, qu'est-ce que bien vivre ? Qu'est-ce que bien vivre aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'une vie bonne ? Et on s'aperçoit qu'on ne peut pas penser que bien vivre une vie bonne, c'est juste à partir de moi. Ça, on le sait bien. Tout l'homme et tout homme, nous dit la doctrine sociale de l'Église tout le temps. Voilà. Pas simplement qu'à partir de moi. Et donc, le document va retenir 7 dimensions. Un 7, en plus c'est un chiffre, qui touche de manière différente nos choix de vie. On va les passer en revue, comme ça vous allez voir où on va arriver, quand on sera au 6e, vous dites, on va pouvoir se coucher bientôt, voilà. Donc, et puis ils rajouteront une 8e, vous savez, c'est comme les gens disent, j'ai 3 points à vous dire, puis peut-être 4 quand même, voilà, une 8e, voilà. Donc 7 points, et ces points, on va les prendre rapidement, mais c'est intéressant de voir ce qui nous est proposé. Le temps, la consommation, l'argent,
la production, l'espace, les besoins sociaux, la migration. Alors on a un chapitre à chaque fois avec plein de questions pratiques, et puis une conclusion avec, je dirais, un thème transversal qui concerne notre participation citoyenne à la vie commune, pour faire vivre la communauté humaine. Donc si vous voulez, dans chacun de ces chapitres, vous avez d'abord un extrait de Laudato Si, quelques constats, c'est très pédagogique, ça se lit facilement, on n'a pas mal à la tête, puis c'est pas très long, ça fait 120 pages, écrit gros, gras, avec des petites pages. Voilà. Donc c'est pas très... Voilà. Donc vous avez Laudato Si, quelques constats, et l'évocation, après chacun fait ce qu'il veut, d'un nouveau possible. Qu'est-ce qu'il est capable? Qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau un peu aujourd'hui dans ce domaine-là? D'un nouveau possible. Et puis, différentes questions. Alors c'est pour ça que je disais que ça peut être intéressant de le travailler en groupe, parce qu'à la fin, vous n'êtes pas obligé de prendre les 8 chapitres, mais vous dire, nous on en prend 2 ou 3, parce qu'il y en a 2 ou 3 qui nous intéressent, et puis on se dit, on va travailler là-dessus, puis à la fin de chaque chapitre, vous avez plein de questions, on en prendra tout à l'heure, chaque chapitre, plein de questions, donc c'est très concret. Un constat, l'appel de Laudato Si, cet appel, il est positionné sur un constat, donc on a cette interpellation, on voit les choses, pour prendre les 3 grands thèmes de la doctrine sociale de l'Église, se voir, après des éléments, juger, et puis à la fin des questions, vas-y, agis, fais quelque chose, voilà. Donc c'est intéressant. Et donc voilà, l'évocation d'un nouveau possible, voilà. Alors après, chacun va se retrouver. Il y en a qui vont peut-être trouver que ce que proposent les évêques, c'est pas très pertinent. D'autres vont dire, si, là, dans ce domaine, où il y a peut-être des domaines où vous dites, oh là là, moi je veux bien entendre ça, mais c'est pas tout à fait quelque chose qui me touche et qui me concerne. C'est pas très grave. L'important, c'est de pouvoir voir si finalement, dans quelques-uns des domaines, on peut, si vous voulez, avancer un petit peu. Voilà. Alors, on est parti dans les 8 dimensions. Ça vous va ? J'en ai mis 7 pour pas que vous ayez peur, mais en fait il y a une 8e qui se cache à la fin. Voilà. Donc, je vais pas approfondir chacune des dimensions parce que l'heure tourne, mais je vais les commenter un peu, puis après, voilà. Alors, à chaque fois que je vous ai mis le texte de Laudato Si pour que vous puissiez suivre. Bon, premier élément, mieux vivre le temps. Pas inintéressant, mieux vivre le temps. Mieux vivre le temps. Alors je lis le petit texte de Laudato Si. L'accélération continuelle des changements de l'humanité et de la planète s'associe aujourd'hui à l'intensification des rythmes de vie et de travail, dans ce que certains appellent, alors ça il a employé les mots espagnols, rapidation, ça doit se dire comme ça, on doit dire sion, voilà à la fin, pour l'espagnol. Les objectifs de ce changement rapide et constant ne sont pas nécessairement orientés vers le bien commun, ni vers le développement humain, durable et intégral. Cette intensification, cette intensification du temps. Rappelons-nous que c'est important de toujours essayer de tenir les 3 dimensions du temps. Le passé, le présent et l'avenir. Voilà. Et que finalement, il y a quelque chose qui se joue d'une belle humanité pour chacun et chacune d'entre nous quand nous arrivons à bien articuler ces 3 dimensions du temps. Au cœur d'ailleurs de la vie chrétienne, je dis souvent ça, au cœur de la messe par exemple, on rappelle hier, aujourd'hui et demain. Christ est né, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. La foi chrétienne est sans cesse ce travail sur le temps. Je l'ai déjà dit, mais je rappelle, c'est important. Donc voilà. Donc le pape François, vous savez, en plus il invite souvent dans ses textes à privilégier le temps sur l'espace. C'est-à-dire, voilà, mieux vivre le temps. Comment vivons-nous le temps de notre existence ? Intéressant de s'interroger un jour comme ça. Qu'est-ce que je fais de mon temps ? Devant, on est tellement pris qu'on n'a même pas le temps, c'est le cas de le dire, de se demander qu'est-ce qu'on fait de son temps. C'est vrai ? Comment mon temps, est-ce que c'est mon temps à moi, ou est-ce que tellement pris par 1000 choses que finalement c'est les événements qui me mènent et c'est pas moi qui mène les événements. Voilà. Le temps. Voilà.
comment vivons-nous le temps de notre existence ? Alors vous savez, dans la Bible, il y a le temps de l'Ecclésiaste, un temps pour tout, un temps pour la fête, un temps pour la tristesse. Vous savez, la sagesse biblique nous dit ça, voilà. Et comment, ce temps de l'action, ce temps du repos, comment ces temps structurent à la fois nos existences individuelles et collectives. Le vivre ensemble a à voir aussi avec la manière dont une société vit le temps. Est-ce qu'il y a du temps pour autrui, par exemple ? Est-ce qu'il y a du temps gratuit ? La manière de vivre ensemble des choses. Est-ce qu'il y a du temps pour une certaine convivialité, un temps pour la rencontre, un temps pour l'écoute ? L'écologie intégrale, c'est les autres aussi. Du temps pour écouter la nature, pour s'apercevoir de certaines choses. Voilà, ce rapport, mieux vivre le temps. Un monde en accélération ne prend pas les moyens pour vivre la réalité que nous avons à vivre. Alors, dans les temps que souligne le texte des évêques, il y a deux temps. Le temps du travail. Alors là, ils reprennent des questions déjà de 1982, avec la question, est-ce qu'il y a un certain partage de l'emploi dans notre société ? Alors je ne sais pas s'il faut faire comme les Allemands qui sont passés à 28 heures, payer 28 heures. Alors il en faut augmenter un petit peu quand même, de 4% en passant en 28 heures. Mais enfin, 28 heures, payer 28 heures quand même. Ou est-ce qu'il faut passer avec la possibilité pour ceux qui veulent travailler jusqu'à 40 heures, de travailler jusqu'à 40 heures. Enfin voilà, je dis ça comme ça, c'est pas évidemment mon modèle économique, mais enfin c'est des questions qu'on entend aujourd'hui. Est-ce qu'il faut une certaine partage du temps ? Par exemple, des gens qui se disent, moi j'arrive à 55 ans, j'ai déjà élevé mes enfants, j'ai ma maison, etc. Si je pouvais travailler 25 heures, payer 25 heures, peut-être que ça me suffirait, et puis ça me donnerait du temps pour faire autre chose. On peut imaginer ça, par exemple. On peut imaginer plein de choses, vous voyez. Le temps, voilà. Comment mieux envisager le partage du travail dans l'ensemble du cycle de vie des personnes ? Il n'y a pas la solution, mais c'est des idées. Quelle articulation entre la dernière partie de la vie professionnelle et le temps de la retraite ? Voilà. Est-ce qu'il y a une transition ? Est-ce qu'il y a des choses ? Voilà. Comment ça se passe, ça ? Voilà. Comment promouvoir, c'est-à-dire une écologie du temps qui est fondée sur la recherche entre les différents temps de vie ? Finalement, est-ce que se joue pas aussi la question d'une certaine solidarité avec ceux qui cherchent des emplois ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une intégration professionnelle des personnes les plus vulnérables ? Une solidarité entre les générations, beaucoup de jeunes qui cherchent du boulot, pour dire les choses clairement. Vous voyez, temps du travail. Bon. Et puis, comment dans l'économie, on intègre le principe un peu de gratuité et la logique du don. Ça, c'est Benoît XVI qui a beaucoup parlé de ça. Il a dit, on le voit d'ailleurs quand on remet, vous savez, il y a des fois de la remise de dette par certains pays. Là, on est dans la logique de don. Il y a des pays, de toute façon, il n'y a plus qu'à remettre la dette, de toute façon, sinon, ils ne vont jamais avancer. On remet la dette. Est-ce qu'en économie, il peut y avoir de temps en temps aussi cette logique un peu de gratuité ? Voilà, question, pour permettre d'avancer, si vous voulez. Donc voilà, le temps du travail. Voilà, est-ce que dans nos nouveaux modes de vie, dans nos sociétés, est-ce que cette question du partage un peu plus du travail pourrait marcher ou pas ? Alors bon, c'est pas si simple. Deuxième élément de réflexion, le temps libre. Alors, on est dans une société aussi, la place des loisirs est importante. Le temps libre, comment cultiver le temps libre ? Alors on peut dire que c'est d'abord un temps pour contempler la création, c'est déjà ça, mais aussi dans la gestion écologique de notre temps libre. Alors ça peut être contemplation, ça peut être méditation, mais ça peut être aussi bénévolat, ça peut être entraide, ça peut sortir d'une logique de productivité, de rentabilité, de l'argent en premier lieu. Comment le temps libre est un temps qui peut être donné aussi. Donné. La richesse de donner et de recevoir. Finalement, vous voyez, mieux vivre le temps, eh bien à la fois c'est cette capacité d'être peut-être plus en phase ou en attention avec la création, mais aussi peut-être plus en phase avec cette proposition d'écologie intégrale qui touche avec ce vivre ensemble. S'il n'y a pas de temps pour le vivre ensemble,
ou si le vivre ensemble ne me pose jamais de questions, on n'arrivera pas à cette question de l'écologie intégrale. Voilà. Parce que c'est ensemble qu'il faut qu'on décide, voilà, de qu'est-ce qu'on va faire de tel endroit de la maison commune. Voilà. Voilà, la gestion, voilà, locale, qu'est-ce qu'on va faire. Bon. Donc vous voyez, l'écologie intégrale nous rappelle ces liens que nous avons entre nous. Et le temps, voilà, comment prendre le temps de mieux habiter la maison commune. Voilà. Peut-être en ne prenant jamais le temps d'habiter la maison, ben on est inattentif, ou on laisse passer à côté plein de choses. Ce qui fait que la maison se dégrade. Non, vous savez, si je passe dans ma maison toujours à toute vitesse, je rentre le soir, je repars le matin, le week-end je suis jamais là, je n'ai pas le temps de voir habiter tellement ma maison. Est-ce que peut-être le souci d'habiter ensemble la maison, très concrètement, il y a des tas d'initiatives qui existent, parce que je crois que le tissu associatif en France, et quand même, et en Haute-Loire, est grand, et le tissu associatif, ça a à voir avec du temps ensemble. Voilà. Et ça aussi, ça joue dans cette idée d'habiter ensemble la maison et de voir qu'est-ce qui dans la maison peut être amélioré. Vous voyez, il y a dans cette proposition de vie plus écologique, c'est pas simplement le tri des poubelles, voilà. C'est derrière aussi une certaine sagesse de vie, c'est aussi une vie plus à l'écoute de notre monde, à la fois du monde vivant, de la nature, du temps et des autres, voilà. Donc finalement, c'est intéressant, c'est aussi dans notre monde qui va à 300 à l'heure, est-ce qu'on peut peut-être vivre autrement un peu. Hein. Deuxième élément, mieux consommer. Alors, qu'est-ce que nous dit Laudato Si ? Il est important d'assimiler un vieil enseignement présent dans diverses traditions religieuses et aussi dans la Bible. Il s'agit de la conviction que moins est plus. Alors avec ça, s'il y a des matheux parmi vous, là, ils s'évanouissent net. Bon, on appellera le SAMU. Voilà, que moins est plus. Que moins est plus. Mais c'est très évangélique que moins est plus. Si vous réfléchissez. En effet, vous savez, le pape, il a des petites formules un peu chocs comme ça. En effet, l'accumulation constante de possibilités de consommer distrait le cœur et empêche d'évaluer chaque chose et chaque moment. En revanche, le fait d'être sereinement présent à chaque réalité, aussi, je tourne la page, aussi petite soit-elle, nous ouvre beaucoup plus de possibilités de compréhension et d'épanouissement personnel. La spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété. Il y en a d'autres qui parlent de ça. Ils sont connus ici. Comment il s'appelle là, celui qui est très connu qui parle de ça Voilà, Pierre Rabhi, voilà, c'est ça. Il parle beaucoup de ça, sobriété. Par la sobriété, une capacité de jouir avec peu. La sobriété qui est vécue avec liberté. Ah oui, si la sobriété, ça vous pèse en disant je pourrais manger 2 tonnes de Nutella et là je vais en manger que 100 grammes, eh ben c'est sûr que ça va pas aller. Mais s'il est à 1,70, bon. Alors, la sobriété qui est vécue avec liberté et de manière consciente est libératrice. Voilà. Comment consommer ? Faut-il... Voilà. Et donc, acheter, consommer, jeter. En France, par habitant et par an, à domicile, on a 30 kilos de produits alimentaires consommables qui sont jetés, dont 7 kilos de nourriture encore emballée, ce qui représente un budget de 400 €. Dans le monde, 1,3 milliard de tonnes par an, soit un tiers de la production locale de denrées alimentaires. En France, entre 6 à 8 millions de personnes, soit 12% de la population, sont considérées en situation d'insécurité alimentaire. En 2012, 3,6 millions de personnes ont bénéficié de l'aide alimentaire. Intéressant, oui. La question, c'est pas simplement est-ce que je mange beaucoup ou pas beaucoup, c'est ceux qui ne peuvent même pas vivre la sobriété. Voilà. Donc voilà, cette question-là, et puis du gâchis. Alors on voit qu'il y a eu des efforts qui ont été faits pour que tous les grands supermarchés, hypermarchés, etc., ne puissent pas jeter. Il y a une loi, ça avait été faite, et ils sont obligés de donner à des associations humanitaires. Donc ça, c'est quand même intéressant de se dire ça, vous voyez. Acheter, consommer, jeter. Voilà. C'est quoi de plus banal dans une société dite de consommation censée résoudre tous nos besoins, et si nous n'avons pas de besoins, la société va nous en
trouvé. N'inquiétez pas. Oh, ben, je sais pas, j'ai pas envie de grand chose. Ah, mais alors il y a une pub là où je me promène au supermarché, je vais juste pour acheter l'essentiel, quelques légumes, quelques fruits, du lait, et puis je sais pas quoi, et puis on fait tout pour que vous achetiez, bien sûr, des choses dont vous ressentez immédiatement un besoin vital. Voilà. Hein. Bon, c'est comme ça que ça marche, sinon ça ne marche pas. Bon, voilà. Hein. Voilà. Si vous voulez, consommateurs, voilà. Hein. Pour nous faire consommer, notre sphère économique là, est très créative et très inventive. Voilà. Attention, comme disent les évêques, aux nouveaux veaux d'or, voilà, par lesquels nous sommes un peu fascinés, si vous voulez. Et pourtant, voilà, la conversion, je crois, à laquelle nous appelle le pape François, c'est pas un retour à l'âge de pierre. Hein, c'est pas du tout ça. Mais c'est une invitation à peut-être donner plus de sens à nos actes de consommation. C'est intéressant de réfléchir. On en disait tout à l'heure, réfléchir sur le temps. Voilà, comment je consomme, moi? Ça peut être intéressant, même en famille, avec des enfants. Pour réfléchir un jour avec ça. Allez, les jeunes, alors ils sont tous des petits bouts de chou, non, mais dès qu'ils sont un peu grands, on va réfléchir là. Comment on consomme dans la famille? Qu'est-ce qu'on consomme? C'est quoi notre consommation? Comment on consomme? Qu'est-ce qu'on fait? Et que c'est pas, en plus, on voit que la consommation, c'est pas qu'une affaire individuelle. Parce que bien sûr, la consommation, ça nous met en lien avec ceux qui produisent dans la nature des biens de consommation. Ici, je parlais tout à l'heure de l'agriculture, mais il y a aussi d'autres choses. Ça me met en lien avec les autres qui ont produit ce que je consomme. Hein, c'est pas quand j'achète quelque chose dans un supermarché, c'est des liens que je pose sans être conscient avec toute la chaîne de ceux qui ont produit cette chose que j'achète. C'est clair. Et donc voilà, comment dans le choix de ce que j'achète ou dans la consommation que j'ai, je suis lucide qu'il y a des relations économiques, sociales et écologiques peut-être dans ma manière de consommer. Voilà, pourquoi je choisis. Est-ce que je me pose des questions sur pourquoi j'achète ça plutôt que ça? Bon, ça c'est une nouvelle conscience. Il y a déjà beaucoup de gens qui font ça. Hein, c'est pas. Mais je veux dire, voilà, de prendre un peu conscience de ça, voler redonner sens à notre consommation. Donc c'est pas simplement le service ou le bien que j'achète, mais c'est prendre soin de ces liens pour renoncer, on pourrait dire, à la culture du déchet. Voilà. Pourquoi acheter des choses inutiles? Pourquoi garder des fois dans ces placards des machins après qu'on va acheter? Voilà. Voilà. Hein, avoir le souci, si vous voulez, voilà, comment on va, plus on prend et on jette, plus on touche quelque part la nature, si vous voulez. Hein, prendre attention à ceux qui interviennent dans la chaîne de production et de distribution. Et les évêques disent, tiens, c'est intéressant de privilégier peut-être le commerce équitable, de privilégier aussi certains circuits courts. On n'aura pas tout en circuit court. Si vous êtes des fans du Nutella, vous ne trouverez pas ça chez l'agriculteur je ne sais pas moi, de Chasse-Puzac par exemple, hein, voilà. Donc, ou de Saint-Paul de Tartasse. Bon, c'est pas sûr qu'ils fabriquent du Nutella là-bas, hein. Bon, mais il y a d'autres produits quand même. Moi, j'aime pas de Nutella, mais il y a d'autres produits qu'on aura besoin d'une chaîne de production qui ne viendra pas ici. Mais comment déjà dans notre manière de consommer, on est attentif à voilà ce qu'on fait. Voilà comment, vous voyez, comment on peut participer à des systèmes d'échange, trier nos déchets, quelques pistes, encourager certains. Comment finalement notre manière de consommer a un souci de respecter à la fois le plus possible peut-être les modes de production et peut-être aussi de permettre à d'autres de vivre. C'est ça qui est intéressant. Voilà, la question par exemple de la culture, agriculture biologique ou une agriculture conventionnelle mais bien raisonnée, voilà, c'est comment on permet à ces gens qui essaient de faire attention à un certain nombre de choses, comment on permet de vivre, d'exister, et puis d'entretenir aussi notre monde rural. Les agriculteurs, c'est les grands artisans qui permettent que notre paysage soit ce qu'il est aujourd'hui. Hein, le paysage français était modelé par l'agriculture. Voilà. Alors des fois, des endroits, moi j'étais à Orléans, la Beauce, ça ne modèle plus grand-chose, vous me direz, hein, c'est plat. Ou dans le Nord, chez moi, les champs de betteraves, ça ne modèle pas grand-chose. Mais enfin, par ici, ça modèle pas mal les choses. Ça fait la beauté aussi des choses. Voilà. Vous voyez comment tout ça se tient. Hein, c'est-à-dire, ma consommation, elle n'est pas du tout neutre. Quand j'achète telle ou telle chose, ça a des liens avec autre chose. C'est intéressant, c'est finalement dans les petits gestes quotidiens, avoir une conscience peut-être citoyenne plus importante qu'on est citoyen du monde. Et si nous on commence, et ça c'est aussi une chose qu'on peut apprendre aux enfants. Il faut le transmettre déjà.
Donc vous voyez comment cet appel de... Alors voilà, soigner ces liens, c'est réintroduire la terre et autrui dans mes choix personnels. Réintroduire la terre et autrui dans mes choix personnels. Intéressant. Hein? Pour sortir, voilà. Faire le choix de la sobriété, non par esprit de sacrifice, mais pour ouvrir peut-être des espaces de rencontre, laisser la place à l'autre, et puis sobriété. Là, on parlait du carême, vous voyez comment, voilà, comment il y a aussi un aspect de libération, de liberté dans la sobriété. J'ai des choses qui me semblent indispensables, peut-être ne sont pas si indispensables que ça, parce que ce mode de consommation n'est peut-être pas très bon pour tous. Donc voilà, le temps, la consommation. Hein. Voilà, donc sobriété, et ça se passe au niveau personnel, au niveau collectif, hein, et puis à un niveau politique. Il y a des choses, hein, on a pas mal d'élus hein, qui, dans leur municipalité, dans les choix d'approvisionnement des collectivités locales, etc., font des choix. Il y en a qui disent on va prendre des circuits courts pour permettre tel ou tel produit, ben, ça vient de pas loin, on va favoriser telle ou telle chose. On a une qualité de production. Bon, il y a des choix personnels, collectifs, et politique aussi. Voilà. Bon, troisième élément, donc le temps, la consommation. Troisième élément, mieux utiliser l'argent. Ça, c'est pas facile. Alors, qu'est-ce que nous dit Laudato Si ? La crise financière de 2007-2008 était une occasion pour le développement d'une nouvelle économie, plus attentive aux principes éthiques, et pour une nouvelle régulation de l'activité financière, spéculative et de la richesse fictive. Mais il n'y a pas eu de réaction qui aurait conduit à repenser les critères obsolètes qui continuent à régir le monde. Le pape, il va prendre l'eau de la cuillère, hein, vous voyez, on a le droit d'être pas d'accord, hein, mais il dit, voilà, on voit, d'ailleurs là en ce moment, il y a l'histoire avec la bourse, tout le monde s'affole, puis ça monte, ça descend, et qu'est-ce qui régule tout ça? Bon, enfin, c'est compliqué, hein, bon. Voilà, le rapport à l'argent, c'est jamais une chose simple. Hein. Rappelez-vous que dans la vie religieuse, c'est pas pour rien qu'il y a une certaine pauvreté et que ça a à voir avec un certain partage. Voilà. Hein. Et dans beaucoup d'autres religions, cette question de l'argent est une question qui est toujours importante à traiter, le rapport à l'argent. Alors il ne s'agit pas de diaboliser l'argent, bien sûr, c'est une position très simpliste. Mais c'est plutôt la place que chacun de nous lui accorde qui est questionnée. Voilà. Est-ce que l'argent peut tout acheter ? Est-ce que l'argent peut tout acheter ? Alors on voit dans tous les domaines. Ou est-ce que l'argent peut acheter n'importe quoi ? Ou n'importe comment ? Voilà. Voilà. On peut tout acheter, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas parfois une déshumanisation derrière l'argent qui permet parfois de répondre à tous nos désirs, même s'ils ne sont pas bons, voilà. Et voilà. Et puis dans l'Évangile, alors ça s'arrange pas parce qu'on nous dit que c'est difficile de servir Dieu et l'argent. Hein. Bon, voilà. Alors la question du lien à l'argent, du lien au bien. Voilà, qu'est-ce qu'on fait, notre rapport à l'argent? Ça, c'est aussi une bonne question. Voyez, vous allez sortir d'ici avec une tête comme un chou-fleur, hein, toutes les questions qu'il y a. Hein, rapport au temps, rapport à la consommation, des choses très concrètes, hein, et rapport à l'argent. C'est pas fini. Hein. Bon, rapport à l'argent, voilà. On peut être pauvre ou riche, et un rapport à l'argent qui peut être très séducteur, grisant et fascinant. Mais c'est sûr que quand on manque d'argent, le rapport à l'argent ne se situe pas de la même manière que quand quelqu'un en a. Voilà. Donc voilà, comment l'argent peut être quelque chose qui peut être aussi au service de ce vivre ensemble. Comment l'argent peut être quelque chose qui est au service d'une vie ou de moyens qui nous permettent de se sentir plus responsables de cette maison commune. Voilà. Hein, comment nous nous sentons responsables, voilà. Comment on met l'argent au service du bien commun, de la dignité de chacun. Alors ça, c'est des questions politiques. Comment on met l'argent d'une commune au service du bien commun? C'est pas facile, ça. Mais comment on va le mettre? Comment on va définir ce bien commun? Voilà. Voilà. Nos placements, par exemple, il y a des questions là-dessus. Le placement. Est-ce qu'on va faire n'importe quel placement? Vous savez qu'aujourd'hui, il existe des placements éthiques. Ou mettre de l'argent dans telle ou telle association ou autre chose qui travaille à l'aide
à l'aide dans la société de différents projets. Comment il y a une dimension éthique, solidaire, voilà, l'utilisation des fonds publics. Bon, il y a sûrement parmi vous des gens qui sont engagés dans des conseils municipaux, etc. Pardon. Voilà, cette question, voilà, utiliser l'argent. Donc voilà, ça aussi, ça a à voir avec la question de l'écologie. Est-ce que je vais tenir à la fin de la soirée, je pense, mais... Alors, après, 4e point, on avance, on est déjà à la moitié du parcours, mais on va aller plus vite, rassurez-vous, hein. Bon, mieux produire. Pour que surgissent de nouveaux modèles de progrès, nous devons convertir le modèle de développement global. Ce qui implique de réfléchir de manière responsable sur le sens de l'économie et de ses objectifs pour en corriger les dysfonctionnements et les déséquilibres. Il ne suffit pas de concilier en un juste milieu la protection de la nature et le profit financier, ou la préservation de l'environnement et le progrès. Sur ces questions, les justes milieux retardent seulement un peu l'effondrement. Il s'agit simplement de redéfinir le progrès. Alors ça, il s'agit simplement de redéfinir le progrès, vaste programme. Voilà, mieux produire. Alors, vous voyez, ça nous permet de voir aussi que derrière ces questions aussi, on a dit l'écologie, les questions locales, nationales et internationales. Donc voilà, on a parlé de la consommation, de la production, les deux vont ensemble. Et finalement, l'acteur principal de la production, c'est l'entreprise. Voilà. Et elle est concernée par la crise écologique. Elle est concernée par le progrès. Et donc l'intérêt, là les évêques vont rappeler quelque chose qui est très important dans la doctrine sociale de l'Église. Il y a des réflexions actuellement sur l'entreprise. Hein. Bon voilà, est-ce que l'entreprise est simplement un acteur économique qui produit du profit, et c'est nécessaire pour que l'entreprise avance, mais est-ce qu'elle est aussi un acteur dans la vie sociale ? Voilà. Comment, dans la doctrine sociale de l'Église, l'entreprise n'est pas simplement quelque chose de rémunérateur, mais l'entreprise est un lieu aussi d'insertion par le travail, l'entreprise est un lieu qui a une responsabilité sociale, l'entreprise, voilà. On voit qu'il y a, si vous lisez un peu des choses, écoutez, il y a aussi des recherches d'un autre type d'entreprise. Hein, je ne sais pas comment ça s'appelle, il y a des entreprises où les gens sont beaucoup plus associés dans le fonctionnement, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle, de nouveaux modèles, par exemple, ouais. Et puis, je ne sais pas d'autres, enfin il y a des recherches au niveau d'entreprise, vous voyez, en se disant comment les entreprises vont être insérées beaucoup plus dans la dimension sociale et donc aussi dans la question aussi de l'écologie, vous voyez. Donc une réflexion sur une économie qui n'est pas évaluée seulement en termes de rentabilité financière, mais qui va être une économie qui va être évaluée sur des énergies plus écologiques, une économie qui va être évaluée sur un passage à pas simplement l'appropriation d'objets à titre personnel, mais une économie de partage, une économie circulaire, la réutilisation des déchets, le souci des salariés, la question de la redistribution des bénéfices, la place raisonnable des actionnaires, ça le pape en parle souvent. Est-ce qu'il faut que les actionnaires touchent 12% de rendement de l'entreprise ? Je caricature, mais c'est des choses, 10%. Bon. Voilà. Respect des obligations fiscales, on en voit que c'est pas si simple que ça. Hein. Des grandes entreprises travaillent sur Internet, ont un peu de mal à respecter les obligations fiscales. Alors qu'elles sont... Voilà. C'est-à-dire que finalement, l'air de rien... toutes ces questions-là, elles touchent le mode de vie, la consommation et, bien sûr, l'insertion du monde de l'entreprise dans la question écologique. Voilà. Hein, à la fois le vivre ensemble, à la fois les énergies qui vont être utilisées et à la fois le rôle de l'entreprise dans la société. Voilà. Voilà, hein, et les évêques disent, c'est un changement de mentalité, côté des entrepreneurs, côté des actionnaires, côté des salariés. Voilà. Alors c'est vaste comme programme, mais la question
La question est quand même de taille. Alors, 5e élément, mieux habiter l'espace. Mieux habiter l'espace. Pour parler d'un authentique développement, il faut s'assurer qu'une amélioration intégrale dans la qualité de vie humaine se réalise. Et cela implique d'analyser l'espace où vivent les personnes. Le cadre qui nous entoure influe sur notre manière de voir la vie, de sentir et d'agir. Comment on a un cadre qui permet finalement d'être conscient de ce qui se passe un peu plus globalement dans la nature. Comment on a un cadre qui nous permet finalement d'évaluer les questions un peu écologiques. La population en France, 80% des Français, c'est, je crois, majoritairement urbain. Alors ils gardent tous un désir secret d'aller à la campagne qui est parfois présentée comme le paradis perdu, mais enfin, des fois, ceux qui viennent habiter à la campagne, il ne faut pas que le coq chante, il ne faut pas qu'il y ait de bouse de vache, il ne faut pas que les cloches sonnent, il ne faut pas que les tracteurs commencent trop tôt, il ne faut pas que les vaches meuglent trop fort, enfin voilà, enfin bon, on veut bien la campagne, mais enfin... Quand même, il faut une campagne un peu aseptisée, parce que sinon, ça ne marche pas. Voilà, c'est un peu vrai. Et voilà, c'est là. Alors en plus, dans la Bible, les villes, elles n'ont pas très bonne réputation. C'est le jardin de la Genèse d'abord, qui est la création. Après Babylone, Sodome, Gomorrhe, ça marchait pas très bien. Et puis Jérusalem, il y a des jours où ça allait, des jours où ça allait pas trop. Voilà. Bon, donc voilà. Donc c'est si vous voulez la question d'articulation dans une société entre l'espace rural et l'espace urbain. Les choses ne se vivent pas de la même manière, mais comment on va articuler ça? On voit en France que c'est une vraie question. Désertification dans un droit, concentration urbaine trop forte, et ça on voit que ça joue beaucoup sur la question aussi utilisation de l'espace, des espaces naturels. Est-ce qu'on met de plus en plus de construction? Comment on va gérer les problèmes de ville et de campagne? Voilà. Mieux habiter l'espace. Comment le rural comme l'urbain peut être un lieu de souffrance, d'exclusion, où on se sent abandonné. On entend ça aussi, des agriculteurs en difficulté, des personnes sans logement. On en trouve aussi bien à la campagne qu'en ville. Des gens isolés, personnes âgées qui sont toutes seules dans leur village toute la journée, ça existe ça. Mais elles peuvent être toutes seules aussi dans leur immeuble, au milieu d'une ville. Voilà. Donc voilà, cette question finalement, pas d'accès, de proximité. Voilà comment notre espace, tant rural qu'urbain, peut être un vrai lieu de difficulté, de souffrance, d'isolement, d'inhumain quelque part. Et la question de l'écologie, c'est aussi de l'écologie humaine, c'est-à-dire toujours se vivre ensemble. Donc comment mieux habiter l'espace? Appeler à l'imagination pour habiter notre maison commune, où chacun puisse se sentir en lien avec d'autres. Comment imaginer finalement un peu plus les affaires pour que tout le monde, on peut prendre soin de tout le monde, de la vie sociale, dans nos villes, dans nos villages, retrouver le lien avec la terre, retrouver le lien avec la nature, innover en matière de logement. Voilà. Ça, c'est tout un travail qui touche fondamentalement l'écologie humaine dans toutes ses relations. Quel type de ville on crée, par exemple? Si on fait des nouveaux quartiers, qu'est-ce qu'on fait? Comment on respecte les normes, bien sûr, d'environnement, au niveau chauffage, tout ce que vous voulez, mais aussi comment on pense à un vivre ensemble. Voilà, la maison commune. Voilà, comment on a en tête de dire il faut habiter ensemble, le vivre ensemble. Alors dans l'espace rural, les évêques font un petit paragraphe sur l'espace rural en disant qu'il y a des situations difficiles. L'espace rural, c'est 2,8% de la population totale contre 8% en 1980. Beaucoup de tensions dans l'espace rural. Comment se concilier, c'est pour l'agriculture, pardon. L'agriculture, dans l'espace rural, c'est 2,8% de la population en 2014 et 8% en 1980. La place de la population agricole, voilà.
Comment concilier les différents modes d'agriculture, conventionnels et biologiques? Comment concilier les tensions entre les habitants locaux et les fameux nouveaux arrivants dont je vous parlais, qui ont des attentes et des demandes différentes? Quel mode de vie quand la campagne se désertifie? Quel type de proximité inventer? Ça, c'est une question aussi pour l'Église. Moi, je parle souvent d'une Église de proximité, mais quel type de proximité inventer? Et ça, c'est habiter l'espace. Ça, c'est habiter l'espace. Voilà. Question importante. Sur nous, ici, voilà, c'est une question qu'on peut se poser avant tout. Comment habiter l'espace dans les espaces ruraux? Alors, est-ce que justement, nos communautés chrétiennes, elles ont des fois elles peuvent être un peu créatives, inventives, faire des choses. Il y a des communautés chrétiennes qui permettent. Il y a des maires qui s'aperçoivent que le dernier lieu un petit peu de vie dans la commune, c'est la communauté paroissiale. Après, il n'y a plus grand-chose. Plus beaucoup d'associations, plus grand. Heureusement qu'il y a de temps en temps là, une messe à l'église, de temps en temps qu'il y a un groupe de caté qui se passe, de temps en temps qu'il y a un groupe de prière, de temps en temps qu'il y a la fête patronale, de temps en temps il y a des choses comme ça. Voilà, tissu. Voilà. Et là, on a sans doute une responsabilité là, sur ce vivre ensemble là. Comment des lieux justement qui sont souvent des lieux où justement la nature est parfois relativement préservée, etc. Comment on a aussi à faire ce vivre ensemble. Voilà. Donc tout ça, ça va, vous voyez, aussi avec nos modes de consommation, avec les circuits de proximité, la question touristique aussi. Comment elle se vit ça? C'est aussi un vivre ensemble, mais qui doit respecter aussi la dimension écologique. Voilà. Bon. Donc voilà. Question qui se pose là-dessus. Alors, on avance un peu, on avance. Allez, plus que 2,5. Mieux répondre aux besoins sociaux. Alors, l'amour fait de petits gestes d'attention mutuelle est aussi civil et politique. Et il se manifeste dans toutes les actions qui essaient de construire un monde meilleur. Vous voyez, aimer votre prochain comme soi-même, c'est tous ces petits gestes d'amour qui ont aussi une dimension sociale. La grand-mère qui est toute seule et qui on propose, parce qu'il y a 80 cm de neige, d'aller faire ses courses, personne qu'on aide pour telle ou telle chose. Bon voilà, petits gestes d'attention. Voilà, aimer son prochain, c'est peut-être du grand baratin. Voilà. Et ça se traduit dans la dimension civile et politique des papes. L'amour de la société et l'engagement pour le bien commun sont une forme excellente de charité. C'est Pie XII qui disait que la forme la plus haute de la charité, c'est la politique. Alors il y a des gens qui vont s'évanouir quand ils entendent ça, ils disent, mon Dieu, mais ils sont tous pourris. Non, pas vrai du tout, il y a beaucoup d'hommes et de femmes politiques qui font un super travail. Voilà. Mais c'est pas si simple d'entendre ça. Voilà. Donc la charité, vous voyez, c'est une question que l'amour de la société, donc le vivre ensemble, comment habiter la maison commune? C'est ça la question. C'est pas que préserver l'environnement, c'est comment le vivre ensemble va nous faire travailler tout ça ensemble. Le bien commun, l'engagement pour le bien commun est une forme excellente de charité, qui non seulement concerne les relations entre les individus, mais aussi les macro-relations, rapports sociaux, économiques, politiques. C'est pourquoi l'Église a proposé au monde l'idéal d'une civilisation de l'amour. Alors, la civilisation de l'amour, mon Dieu, ça c'est très beau, ça c'est les phrases du pape, mais enfin, bon, une fois qu'on a dit ça, on n'est pas très avancé. Ah oui, mais attendez, fait de petits gestes d'attention mutuelle est aussi civil et politique. Voilà. L'amour social est la clé d'un développement authentique. Voilà. La justice, la paix, le souci du petit et du pauvre, toute la doctrine sociale de l'Église, c'est de dire que ça se joue aussi dans le social. La doctrine sociale de l'Église commence quand on prend conscience que l'amour du prochain, ce n'est pas que quelque chose, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, quelque chose d'interpersonnel, mais que c'est un travail aussi sur les structures économiques, sociales et politiques qui permettent d'avoir une société plus juste ou qui permettent de lutter contre une société qui ne respecte pas tout le monde. C'est aussi des choix politiques et donc structurels. La charité a une dimension personnelle, mais la charité a aussi à s'exercer, sinon il n'y aurait pas la pensée sociale de l'Église. Elle s'exerce aussi par l'engagement politique des chrétiens pour mettre en place des structures sociales, économiques, politiques, qui soient respectueuses de tous ces grands principes du vivre ensemble, où chacun ait sa place. La charité, s'écrit dans des cercles. Alors, tout le monde n'est pas appelé
à s'engager obligatoirement en politique, mais enfin, on a tous à prendre conscience qu'il y a une dimension sociale et politique de la charité. On peut aller aider le SDF qui meurt de froid à cette époque-ci, mais c'est bien en même temps de militer pour qu'il y ait des lieux d'accueil pour pouvoir accueillir les SDF. Vous voyez ? Un petit exemple tout simple. Voilà, comment on va trouver des structures. C'est bien de dire que, je sais pas, il y a des gens un peu isolés, comment on va mettre en place une association qui va de temps en temps regrouper les gens. Toujours comment l'exercice de la charité n'est jamais que quelque chose d'interpersonnel. Ça commence par quelque chose d'interpersonnel, mais il y a toujours une dimension sociale de la charité. Parce que les rapports entre nous ne dépendent pas simplement de nos bonnes volontés, mais dépendent aussi des structures sociales, économiques et politiques qui sont mises en place. Et nous, comme citoyens, voilà, c'est le pape François qui disait à un rassemblement d'étudiants il y a 2 ans, écoutez, la politique, parfois, on a les mains sales, mais engagez-vous quand même. Vous pouvez pas, comme disait le pape, vous ne pouvez pas rester au balcon à regarder passer des choses. Et là, je leur ai dit qu'il fallait sortir du canapé, il leur a dit aussi descendez du balcon pour vous engager dans le monde. Parce que la politique est quelque chose de noble à partir du moment où c'est justement, je cherche à mettre en œuvre la charité à travers les structures sociales, économiques, etc. Et là, on est en plus dans ce cadre de l'écologie qui nous dit, voilà, c'est une écologie intégrale et le vivre ensemble fait aussi partie. Il ne peut pas y avoir de questions, de réflexions sur l'écologie sans penser à un vivre ensemble respectueux de la nature. Alors, dernier point, mieux accueillir les migrants. Un sujet chaud. L'augmentation du nombre de migrants fuyant la misère, accrue par la dégradation environnementale et tragique. On sait qu'il y a quand même un certain nombre de pays d'Afrique où les gens viennent, où il n'y a plus de forêt, il n'y a plus rien, parce que la pauvreté a fait qu'on a tout fichu en l'air. Ces migrants ne sont pas reconnus comme réfugiés par les conventions internationales, ils portent le poids de leur vie à la dérive, sans aucune protection légale. Alors ça, voilà. Malheureusement, il y a une indifférence générale face à ces tragédies qui se produisent en ce moment dans diverses parties du monde. Le manque de réaction face à ces drames de nos frères et sœurs est un signe de la perte de ce sens de responsabilité à l'égard de nos semblables sur lequel se fonde toute société civile. Qu'as-tu fait de ton frère ? Voilà, ça c'est la grande question qui commence dans la Bible. Qu'ai-je à faire de mon frère qui coule sur une barque trop pleine en Méditerranée ? On va parler pendant 25 minutes des 5 cm de neige à Paris et des 1500 personnes qui ont été obligées de pique-niquer dans leur voiture la nuit, mais sur des questions plus... Je suis pas gentil en disant ça, mais voilà, je caricature un peu, mais voilà, c'est cette question-là quand même qui se pose. Voilà. Alors donc, c'est pas une question simple. Le pape dit pas il faut tous les accueillir, il faut faire... Non. Il dit, voilà, cette question des migrants, pour le pape, est très révélatrice du dysfonctionnement au niveau planétaire de notre économie. On a quand même des pays... j'entendais ce matin aux informations que Donald Trump là, va lancer un nouveau programme de nucléaire, de mini-bombes. Voilà, parce que les grosses bombes nucléaires, ça fait quand même beaucoup de dégâts, comme Hiroshima. Donc on peut faire peut-être des petites bombes nucléaires. Au lieu de faire 1 million de personnes, ça en fera 100 000. Bon, c'est quand même plus raisonnable quand même. Il faut quand même avoir une idée des choses, quand même des proportions. Voilà. On lance un programme militaire pour faire des mini-bombes nucléaires. Intéressant. Alors du coup, les Chinois vont faire des mini-bombes nucléaires, les Russes vont faire des mini-bombes nucléaires, puis les Français, qui se font toujours comme les autres, vont faire aussi des mini-bombes nucléaires. Voilà, je caricature, mais je veux dire, et puis toute personne ne dit rien. Enfin voilà. Donc je veux dire, voilà, il y a quelque chose qui, dans notre économie mondiale, ne fonctionne pas. Voilà. Et que si toutes ces vagues d'immigration, et on nous en prédit des plus grandes encore, c'est parce qu'il y a ce déséquilibre au niveau de l'économie mondiale où on place de l'argent dans un endroit plutôt que dans l'autre. La richesse de la planète peut faire vivre tout le monde très bien. Tous les économistes le disent. Qu'ils soient de droite, de gauche, vert, bleu ou rouge, ils le disent. On a de quoi produire largement. Même la France, on produit beaucoup trop que pour nous. On en exporte pas mal d'ailleurs. On a de quoi nourrir toute la planète sans aucun problème encore aujourd'hui. C'est pas une question de surpopulation. Mais voilà, les conditions économiques, sociales et politiques font que les choses sont voilà. Et donc là, c'est déjà bien de le dire. Voilà, c'est-à-dire finalement,
le pape, il interpelle en fait tout le monde. Son encyclique, elle a été lue dans le monde entier. Le pape, il dit, écoutez, il dit aux économistes, aux hommes politiques, vous avez une conscience un peu tranquille quand même. Il faut bien éveiller la conscience. C'est un peu la dimension prophétique, si vous voulez, de l'Église. De dire, attends, là, il y a des choses qui ne vont pas. Des choses qui ne vont pas. Voilà. Alors après, on peut réfléchir là sur la capacité qu'un pays comme la France peut accueillir un certain nombre de réfugiés, un certain nombre de migrants. Voilà, avec le pape, vous vous rappelez qu'il nous disait il y a 2 ans, il faudrait que chaque paroisse accueille au moins une famille. Alors on n'a pas encore accueilli une famille par paroisse, mais il y a des paroisses qui ont fait des efforts et qui accueillent des familles, de fait. Dans le diocèse, on a fait des choses. Voilà, mais c'est une question, à la fois c'est une question locale, et puis c'est une question, il y a des fois le cas dramatique de telle ou telle famille pour laquelle il faut essayer de faire quelque chose, mais après il y a une réflexion plus large, une réflexion au niveau national, européen et aussi mondial, voilà, avec des efforts qui se font. Pendant le carême, on a souvent des illustrations avec le CCFD ou avec d'autres sur finalement une solidarité qui peut se faire sur le développement de projets locaux. Il y a des tas de choses qui existent. Il ne faut pas avoir une vision négative de tout ce qui se passe dans le monde. Il y a beaucoup de choses qui essayent du développement local, avec les petits paysans qu'on leur permet de cultiver leurs terres, etc. Bon, voilà. Mais voilà, mieux accueillir les migrants, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. C'est peut-être en accueillir chez nous, mais c'est peut-être aussi, voilà, comme je le disais aussi la dernière fois, se dire est-ce que des pays riches comme nous, on peut avoir l'économie du don, disait Benoît XVI. Est-ce que aussi on peut avoir un pourcentage plus élevé de notre produit intérieur brut qui est consacré au développement dans d'autres pays? Dans les années 70, tout le monde voulait que ce soit 1%. Maintenant, on doit être à 0, 3 ou 2, je ne sais pas combien, enfin dans ces eaux-là. Voilà. Bon. Voilà. Alors, j'avais un petit exemple juste pour vous titiller. Vous irez voir sur Internet. Eh bien, le label Église verte. On va faire un peu de pub. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce label Église verte? Alors ici, dans cette assemblée, je ne sais très personne, il y a des gens qui sont extrêmement fans de cette Église verte, et donc c'est comment... alors c'est quelque chose au niveau œcuménique, c'est un outil, finalement, pour conscientiser nos communautés chrétiennes. Comment le label Église verte s'adresse donc aux communautés chrétiennes qui veulent s'engager pour le soin de la création. Église locale, paroisse, mouvement, œuvre, monastère, école aussi, des écoles catho qui font attention à ça. J'ai vu des écoles catho où on met des sacs en plastique transparent à la cantine pour montrer aux jeunes tout ce qui va être jeté. Je trouve que c'est assez pédagogique. Alors, il y a des grands sacs en plastique, et les jeunes vident leur assiette qui reste, parce qu'ils n'ont pas aimé, parce que c'était de la purée de salsifis ou du topinambour, et ils ont rien mangé. On a un sac entier de purée de topinambour, mais on voit tout ce qui reste. Bon, je caricature, mais voilà. Comment on va faire? Voilà. Et donc la Conférence des évêques de France, la Fédération protestante, le Conseil des églises chrétiennes, vous voyez, c'est œcuménique. Bon, c'est bien. Donc une église œcuménique qui souhaite un peu sensibiliser et mobiliser nos communautés, et elle donne un certain nombre de critères qui vont permettre d'avoir le label vert. Alors, ça ne va pas changer la face de la Terre, mais ça peut donner peut-être une conscientisation. Alors, ça va passer par 5 domaines. Tout ce qui va être catéchèse, intéressant avec les gamins, se dire, tiens, cette question-là. Si on a des petits gamins écolos, ça peut être intéressant. Les célébrations, là, comment toujours la création va être mise. La question des bâtiments. Si on construit des nouvelles salles paroissiales ou si on a des vieilles salles paroissiales. Vous savez, on a des fois des salles paroissiales avec un chauffage et des fenêtres où finalement la moitié du chauffage passe par la fenêtre. Bon, alors on peut voir comment on fait. Les terrains, qu'est-ce qu'on fait? Terrains paroissiaux. La solidarité locale et internationale. Ah bah oui, attention, l'écologie, c'est pas simplement boucher les fenêtres, c'est aussi quelle solidarité, l'écologie intégrale. Et puis le mode de vie et consommation. Voilà, donc on va faire des repas paroissiaux, qu'est-ce qu'on fait? On va des
tonnes de lentilles qui vont partir à la poubelle. Alors on va avoir un élevage de poules à la paroisse pour finir les lentilles du repas paroissial. Enfin, il faudra faire des repas paroissiaux régulièrement pour nourrir les poules. Bon, voilà. Et donc voilà, je caricature un peu, mais l'idée c'est quoi? C'est sensibiliser par des choses très simples à ce souci de la maison commune. C'est pas des choses très compliquées, mais se dire à la paroisse, est-ce qu'on va obtenir notre label vert? Et comment à travers la pastorale, dans tout ce qu'on fait, on est attentif à ça. Ça va être aussi bien le chauffage, des tas de choses. Et alors vous allez avoir, on va veiller au respect de le bilan énergétique des bâtiments, les déchets. Est-ce qu'on consomme chez les producteurs locaux, le covoiturage, par exemple pour aller à la messe? Est-ce qu'on peut faire du covoiturage? Ça va faire quelques points de plus pour le label vert de la paroisse. Oui, c'est vrai. Bon, l'engagement des chrétiens dans des initiatives écologiques. Est-ce qu'on a dans la communauté des gens qui s'intéressent à ça? Les projets écologiques dans les paroisses, les jardins partagés, les ruches, les systèmes d'échange social, l'échange de savoir. Et puis, est-ce qu'on va être aussi impliqué dans la paroisse pour toutes ces questions écologiques? Alors, vous voyez, on va avoir des étapes. Il va falloir un petit groupe qui va faire d'abord un éco-diagnostic de la paroisse. Est-ce qu'on est franchement nul ou on est bon? Après, il va faire remplir cet éco-diagnostic. Alors, vous allez avoir toute une liste de questions. Et puis après, vous allez avoir des critères qui vont vous permettre de savoir à quel niveau vous êtes. Alors, il y en a qui vont être au top. Alors, ça commence avec des noms d'arbres. Ça commence par, je sais pas, est-ce que le père de Bar, c'est le premier niveau? Grain-de-Senve, c'est ça. Et puis après, je crois qu'à la fin, on arrive au sycomore, ou quelque chose comme ça, ou cèdre. Le cèdre. Le top du label vert, c'est le cèdre. Donc vous commencez Grain-de-Senve, après vous devez avoir, je sais pas, moi, le cocotier, le palétuvier, le chêne, le sycomore, voilà. Alors vous voyez, c'est à la fois avec un peu d'humour, mais l'humour, c'est aussi pour les choses un peu sérieuses. Et si on a toute une paroisse qui dit, tiens, nous, on voudrait avoir notre label vert, c'est bête. Mais ça peut permettre à tout le monde d'être un peu sensibilisé là-dessus. C'est une manière d'accueillir ça. C'est simple. Donc voilà, j'espère que dans le diocèse, on aura beaucoup de paroisses label vert. Voilà. Dans le journal, on a dit, vous savez, j'ai fait une petite interview dans le Progrès, on avait dit que l'évêque voulait une église verte et ouverte. Voilà. C'est le titre des journalistes. Voilà. Bon, alors, conclusion, parce que, c'est-à-dire l'évêque qui baratine, on ne va pas aller se coucher. Alors, conclusion. Vous avez des petites phrases pour la conclusion. Voilà. Le 8e point, c'est faire vivre la communauté humaine. Alors, la prévision de l'impact sur l'environnement des initiatives et des projets requiert des processus politiques transparents et soumis au dialogue. Il est donc toujours nécessaire d'arriver à un consensus entre les différents acteurs sociaux qui peuvent offrir des points de vue, des solutions et des alternatives différentes. Mais à la table de discussion, les habitants locaux doivent avoir une place privilégiée. Et ensuite, la fraternité en politique peut être définie comme une qualité de relation humaine dans la vie publique, qui ne gomme pas les différences. On peut ne pas être d'accord sur certains choix, en disant non, ça va pas du tout dans le sens de l'écologie intégrale. Moi, je pense que ça va pas du tout. Je propose une autre solution. Voilà, mais rend leur expression possible, sans déclencher un cycle de violence. Elle n'est pas un long fleuve tranquille. Elle se construit à partir du regard et de l'écoute bienveillant porté a priori envers l'autre, donc un eux, associé à l'exigence de pouvoir exprimer librement ce qu'on pense. Elle implique une prise de risque, elle peut échouer et renaître à nouveau à la faveur de circonstances plus favorables. Voilà, vous voyez, si vous voulez, c'est un chantier immense. Mais soit on se dit, mon Dieu, c'est tellement grand que je ne fais plus rien, parce que devant l'immensité du chantier, je baisse les bras et je vais me coucher. Ou alors, au contraire, je me dis, est-ce que je peux prendre quelques initiatives, voilà, je m'invitais à nous mettre en état d'aimer ce monde pour mieux le transformer. Au-delà des structures, c'est d'abord les relations entre les personnes, les communautés qu'il faut transformer au jour le jour. Se parler, s'écouter attentif à l'autre et particulièrement aux petits, aux pauvres, pour tisser de nouvelles possibilités de rencontres et d'actions communes. Voilà. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez, dit Ézéchiel.
Alors on pourrait conclure en disant l'attente des hommes et des femmes de notre pays en ces jours est grande. Mais le désarroi n'est pas moins grand, disent les évêques, quand ce n'est pas l'inquiétude, voire le désespoir. Et l'acte de foi donne vie au souffle de l'esprit. Cette vie que nous célébrerons dans la nuit pascale, mais aussi par notre incarnation au quotidien, là où nous vivons avec nos voisins et tous ceux qui portent l'avenir, localement et pour notre pays. Nous avons besoin plus que jamais de partage et de concertation. Quand la concertation, le débat arrive trop tard, ils ne font qu'exacerber les oppositions et empêcher la construction de consensus. Et il termine, mettons tout en œuvre pour améliorer et rétablir les relations de confiance, susciter une qualité nouvelle pour des décisions sociales et politiques, mais aussi pour construire des espaces et des occasions propices au développement à la fois d'une terre meilleure, mais aussi d'une fraternité. Voilà. Donc vous voyez, on est bien dans une perspective d'écologie intégrale. Il s'agit bien, pas de sauver les petits oiseaux, mais de sauvegarder, de prendre soin de la maison commune. Et on ne peut pas prendre soin de la maison commune tout seul. C'est toujours avec d'autres qu'on prend soin de la maison commune. C'est avec d'autres qu'on préservera l'environnement. C'est avec d'autres qu'on peut améliorer les liens sociaux. C'est avec d'autres qu'on peut avoir un vivre ensemble. C'est avec d'autres qu'on peut... Si on a du temps, c'est avec d'autres qu'on peut le partager. Voilà. Voilà, donc si vous voulez, c'est assez concret, hein, et je pense que chacun de nous peut se dire, bien, dans tout ce que j'ai entendu ce soir, il y a peut-être un des points qui est proposé par les évêques qui peut moi, m'interpeller, qui peut me donner envie de peut-être faire le point sur tel ou tel aspect pour répondre donc à cet appel du pape François.